Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique en extérieur. Vous le voyez, après Angers le mois dernier, on continue notre tour des grandes villes de la région à 4 mois des élections municipales. Bienvenue ici à Laval, le chef-lieu de la Mayenne, 56 000 habitants, une cité tranquille, riche de son patrimoine avec ses maisons à pans de bois ou encore son vieux château qui domine la rivière Mayenne. Une ville qui souffre aussi depuis quelques années des mêmes maux qui touchent nombre de villes moyennes, déserts médicaux, hausse de la délinquance. On va en parler dans un instant avec mon invité Florian Bercot, le maire d'Hiver-Gauche sortant, candidat à un nouveau mandat. Mais d'abord, on va évoquer une autre problématique criante ici, celle de l'hémorragie des commerces en centre-ville. On voit cela avec Séverine Bourgon. Nous sommes ici dans l'une des principales rues commerçantes de Laval et pourtant de nombreuses vitrines sont fermées et peinent à retrouver repreneurs. Le taux de vacances commerciales est de 10%. C'est moins que la moyenne nationale, mais c'est déjà beaucoup. Et qu'est-ce que vous pensez de l'attractivité du centre-ville ? Il y a beaucoup de commerces qui changent, c'est étonnant. Moi, je trouve que c'est une ville vivante, voilà, tout à fait, avec des choses qui bougent, des propositions qui nous sont faites sur tous les plans. En termes de commerce, c'est très très difficile parce qu'on a vécu effectivement des périodes de travaux. On nous a fait une magnifique place de la mairie. J'espère simplement qu'elle va durer. On a un peu oublié les parkings puisqu'ils sont prévus pour dans 3 ans, ce qui est un peu compliqué parce qu'il aurait peut-être fallu les prévoir avant. Tout le monde ne peut pas venir en vélo. Il y a des avantages et des inconvénients, mais je pense qu'il y a mieux ailleurs, du type Angers, Rennes. C'est plus attractif, il y a plus de choses pour les jeunes, pour le soir. Alors Pascaline, vous êtes installée ici depuis 3 ans. Ça a été difficile ces derniers temps. Oui, ça a été compliqué. Il y a eu les travaux et en fait, les gens ne voulaient plus venir parce que très compliqué de venir, de se garer, etc. Depuis 2 ans, il y a eu des journées compliquées jusqu'à là, depuis février, où c'est quand même beaucoup mieux, mais on a eu des journées à 0. J'ai entendu dire que les loyers étaient très chers, etc. C'est des très grandes surfaces, donc je pense que pour s'implanter, il faut avoir un commerce un gros commerce qui a les moyens de s'installer. Mais nous, après, ici, en tout cas, ça se passe très bien et encore une fois, nos clientes viennent et nous sont très fidèles, donc on a beaucoup de chance. Bonjour Florian Bercot. Bonjour Jérémy Armand. Nous sommes ici dans le centre-ville de Laval, place du 11 novembre, face à l'hôtel de ville que vous occupez, je le rappelle, depuis 2020. Et vous êtes candidat à un nouveau mandat. Alors cette place, vous l'avez entièrement rénovée pendant ce mandat, avec l'objectif de dynamiser le centre-ville. Lorsque vous entendez ces paroles de Lavallois, est-ce que ce n'est pas en partie un échec ? Au contraire, je pense qu'il était temps de s'occuper de cette place du 11 novembre qui était attendue, d'en faire une vraie place où on fait le pari de la convivialité, du bien manger à travers les halles que nous avons devant nous, et puis d'avoir une place où il est agréable de se retrouver et qui permet de redistribuer aussi les artères commerciales de notre ville, de la rue de la Paix à la rue de Le Gaulle. On voit qu'il n'y a qu'un pas pour traverser la Mayenne. Après, comme toutes les villes moyennes, évidemment, on n'est pas exempt des difficultés commerciales que connaît le pays. Un local commercial sur 10 vide, on l'a entendu, c'est moins que la moyenne nationale, mais néanmoins ça reste beaucoup et ça a augmenté ces dernières années. Est-ce que le maire que vous êtes est impuissant ? En tout cas, vous voyez que l'actualité montre que mois après mois, il y a des enseignes qui ferment. Les Galeries Lafayette à Paris sont obligées d'en faire appel à une chaîne chinoise, Shine, de fast fashion pour redynamiser son propre commerce. On voit les difficultés de pouvoir d'achat. Et les Lavallois qui se tournent vers la seconde main ou le commerce en ligne, comme tous les Français, plus 10% d'augmentation d'achats en ligne l'année dernière. Donc on voit bien que le commerce, il évolue, mais il ne meurt pas et on va accompagner ces évolutions. Pas de spécificité propre à Laval. Néanmoins, il y avait des places de parking ici avant, vous les avez supprimées, on l'a entendu dans le reportage. Et pour certains, ça a compliqué la vie des commerçants. C'est la question qu'a choisi de vous poser Thomas Brissot. Il est le candidat du Rassemblement national aux élections municipales à Laval. On l'écoute. Bonjour Monsieur Bercot, alors nous sommes sur la place devant le cinéma qui est l'une des rares places encore dans le centre-ville de Laval où les Lavallois peuvent se garer pour venir faire leurs emplettes dans les commerces du centre-ville. Rétrospectivement, à la fin de votre mandat, suite aux travaux que vous avez faits sur la place du 11 novembre, est-ce que vous ne pensez pas
qu'il aurait été bon de trouver une alternative pour que les Lavallois puissent continuer de se garer, puisqu'aujourd'hui, les commerçants de centre-ville se plaignent tous que ce manque de place a un impact sur le manque de clients, les Lavallois se tournant plutôt vers les grandes surfaces en extérieur. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous auriez pu prendre en compte dans votre mandat ? Qu'est-ce que vous lui répondez? Déjà que le projet de la place du 11 novembre, il était connu des Lavallois. Nous avons été élus pour le faire. 18 millions d'euros d'investissement. On a tenu le calendrier, évidemment les budgets. Et qu'une des premières décisions que nous avons prises ici en salle du conseil municipal avec la majorité a été de construire un parking Jean Massé un peu plus haut, de pouvoir aussi construire des parkings éphémères le temps des travaux. Et puis je l'ai annoncé, la construction d'un parking îlot Gambetta qui verra le jour dans les prochaines années. Donc la préoccupation, elle est bien prise en compte. Il y a toujours 1600 places de stationnement en cœur de ville. Les centres-villes doivent évidemment être des zones de flux où on peut venir, certes, en voiture. Des zones de flux où on peut manger. Depuis que les halles gourmandes ont été installées ici, juste à côté de nous, ces halles gourmandes, elles peinent à trouver leur public, estime en tout cas un conseiller municipal d'opposition, macroniste, Vincent D'Agostino. Il vous interpelle directement sur le sujet. Bonjour Monsieur Berco. Après l'inauguration en juin dernier et son euphorie, le soufflet semble être retombé. Des commerçants nouvellement installés dans le bâtiment connaissent déjà de grandes difficultés. Des commerces de la rue de Gaulle, historiquement la plus dynamique à Laval, ferment et ne sont jamais repris. Ne croyez-vous pas qu'il faut une stratégie plus globale pour le centre-ville de Laval et ne pas miser tout sur les halles? Vous avez tout misé sur les halles? Pas du tout, je vous l'ai dit, il y a une stratégie globale de redynamisation du commerce. Évidemment, ce qui fonctionne dans les centres-villes, et les études le montrent, c'est le pari de la convivialité, du bien manger, les restaurants. Et donc les halles fonctionnent, et moi je me base sur les chiffres. Les commerçants des halles sont heureux, vous pouvez les questionner. Et évidemment, ça n'empêche pas que cet attracteur nouveau doit attirer du nouveau public dans les autres rues de Laval. On a mis en place notamment la taxe sur les friches commerciales vacantes, et ça produit ses effets, notamment rue des Déportés, qui là aussi connaissait une vacance commerciale assez importante. Moi j'ai confiance, on a inauguré cette place au mois de juin. Je crois qu'il faut laisser le temps de revenir, de reprendre des habitudes après évidemment 2 années entières de travaux. Cette question des commerces en tout cas, elle sera au cœur de l'élection, tout comme un autre sujet, comme les animations de notre ville. Autre sujet qui relève de prérogatives en partie nationales, mais qui inquiète beaucoup les habitants des villes moyennes. Il s'agit de l'augmentation de la délinquance. Ici à Laval, réputée plutôt tranquille, des images ont marqué les esprits. C'était il y a 2 ans, après la mort du jeune Naël. 2 quartiers de la ville ont été parmi les premiers en France à s'embraser, avec notamment un fast-food et un centre de loisirs brûlés, mais également des commerces pillés et des tirs de mortier dirigés directement contre les forces de l'ordre. Une première ici. Alors 2 ans après ces faits, Fleury Cotenceau et Maxime Jaglin sont retournés dans ces quartiers pour comprendre pourquoi ils se sont embrasés. Regardez. Les patrouilles pédestres de la police sont devenues monnaie courante à Laval, alors que ces dernières années, cette pratique avait été mise de côté. Depuis janvier, elles ont lieu 1 fois par semaine. L'objectif, c'est d'être vus et que les gens soient rassurés qu'on est là en fait. Rassurés par plus de policiers dans la rue, mais aussi par les caméras récemment installées devant les commerces, comme ici avec cette pharmacie du quartier des Fourches. Bonjour. C'est calme? Oui, ça a changé, oui, grâce aux caméras, au système en fait de caméras qu'ils ont installé dans le quartier. Donc du coup, il y a moins de dealers devant chez nous, parce qu'avant ils étaient juste devant la pharmacie ou devant l'école. Donc ça posait beaucoup de problèmes en fait. C'est depuis la crise du Covid que les faits de délinquance se sont multipliés à Laval, un phénomène qui a touché de nombreuses villes moyennes. Il y a évidemment des gens qui ont trouvé l'opportunité d'utiliser ces villes un peu intermédiaires comme des bases arrières où ils étaient plus tranquilles pour faire leur business et qui étaient confrontés à moins de forces de police, à des autorités moins habituées à cette lutte. La sécurité, c'est le sujet dont s'est emparée l'opposition pour les prochaines municipales. Samia Soultani, la candidate d'hiver droite, assure recevoir régulièrement des appels d'habitants dépassés. Cette dame, qui souhaite rester anonyme, a découvert sa voiture saccagée dans le parking de sa résidence il y a 2 mois. Moi, j'ai quitté la région parisienne justement pour des problèmes d'insécurité, pour protéger un petit peu mes enfants. Et je constate en fait que tout ce dont j'ai voulu échapper, je commence à le retrouver petit à petit. C'est ce qui me choque dans une petite ville comme Laval.
Entre 2020 et 2023, on n'a pas cessé de demander dans l'opposition la vidéoprotection, de diffuser la vidéoprotection dans l'ensemble des quartiers pour prévenir ces actes de délinquance. Et malheureusement, on a sous-estimé pendant trop longtemps ce qui se passait à la ville de Laval. Donc tous les signaux faibles qu'on avait au début, aujourd'hui on les voit et c'est le quotidien désormais des Lavallois dans tous les quartiers de Laval. Parmi ces propositions, augmenter le nombre de policiers municipaux, les armer, mais aussi généraliser la vidéoprotection. Des mesures qui ne sont pas toujours comprises dans les quartiers. Ces jeunes se sentent stigmatisés. La police, ils veulent lutter contre tout ce qui est violence, trafic de drogue, tout ça, c'est compréhensible. Mais ils mettent tout le monde dans le même banc. Et ils vont voir quelqu'un qui n'a rien fait, quelqu'un qui fait des choses. Ils vont tout mélanger, ils vont les mettre tous ensemble, ils vont contrôler tout le monde à chaque fois. Ça devient pesant à la longue. À Laval, c'est une petite ville et il n'y a jamais eu des gros débordements comme dans les grandes villes comme Paris. On a peur un peu du regard des caméras quand on sort et tout. On se sent constamment observé, c'est-à-dire on a peur quoi. Pour les éducateurs de rue, caméras et patrouilles sont une chose, mais ils demandent surtout de renforcer les effectifs sur le terrain pour faire de la prévention, et ce, dès le plus jeune âge. On prend le pari de faire connaissance avec les jeunes le plus tôt possible. Donc dès la maternelle, dès qu'ils sont petits, on essaye de les ramener vers nous, notamment via notre local d'accueil aux Fourches, pour commencer à créer du lien et puis pouvoir agir derrière dès qu'on voit qu'il y a des comportements déviants qui commencent à se développer et tout ça. Selon la police, les pratiques mises en place depuis janvier ont porté leurs fruits. Moins 12% d'atteintes aux biens et moins 16% d'atteintes aux personnes. La Mayenne reste l'un des départements classés parmi les plus sûrs de France. Voilà, dans un département plutôt tranquille, la Mayenne, les faits de délinquance ont augmenté ces dernières années à Laval. Si l'on s'en tient aux chiffres du ministère de l'Intérieur, regardez, plus 15% de délinquance pour l'ensemble des faits de délinquance. Et c'est même plus 20% pour les vols et les cambriolages et plus 39% pour les infractions liées aux stupéfiants. Alors, Florian Berco, on l'a entendu dans le reportage, et ça s'améliore depuis le début de l'année, mais néanmoins, est-ce que vous n'avez pas tardé, comme le dit l'opposante de droite, à prendre la mesure du problème ? Rappelons-nous d'où on part en 2020. J'avais une police municipale avec peu d'effectifs, 6 policiers municipaux, peu de moyens, un parc automobile complètement obsolète. Une des premières décisions a été justement de réhabiliter cette police municipale, lui donner des moyens avec des caméras piétons pour les protéger, de revoir le parc automobile. Elle est passée de 6 à 12 policiers municipaux au cours de votre mandat. Ça reste néanmoins moins que d'autres villes de taille similaire comme La Roche-sur-Yon ou Cholet où on est plus sur autour une progression. de 20. Est-ce qu'on manque encore de policiers ici à Laval ? Non, mais c'est l'occasion de rappeler qu'on part de très très bas aussi parce qu'on est une des villes les plus sécures de France, là où il y a des effectifs de police nationale évidemment les plus faibles de France aussi, et donc il y a un enjeu pour nous collectivement de travailler ensemble. Manque de policiers aujourd'hui à Laval, c'est votre constat ? J'ai écrit à tous les ministres de l'Intérieur pour demander effectivement des effectifs à la hauteur des besoins pour faire baisser ces faits de délinquance. En tout cas, ma doctrine, moi depuis 2020, elle est simple. C'est une police de proximité qui est présente sur le terrain, en uniforme, partout, dans tous les quartiers. On a même testé cet été les horaires de soirée de la police municipale et on voit que ça fonctionne, les chiffres de la délinquance vont dans le bon sens, sont en baisse et ça c'est important. Le doublement des caméras de vidéoprotection, mais pas que. On teste aussi les caméras autour des points d'apport volontaire parce que ces incivilités du quotidien, c'est là où le maire est attendu. Et puis on a changé la doctrine de notre bailleur municipal, mais de l'habitat, avec des caméras qui vont se déployer dans les halls d'immeubles, de là où un Lavallois sur 5 vit, et c'est important. Et puis permettez-moi de regarder aussi un chiffre, c'est la délinquance des mineurs, qui baisse plus à Laval que la moyenne nationale. Et ça, c'est ce pourquoi je me suis engagé en politique, c'est assurer un avenir à cette jeunesse. Et donc néanmoins, on l'a dit, l'ensemble des indicateurs sont au rouge à Laval depuis quelques années, même si ça s'améliore depuis le début de l'année. La délinquance des mineurs qui est en baisse depuis de nombreuses années. Et moi, je fais des rappels à l'ordre régulièrement dans mon bureau. Je convoque les jeunes qui sont auteurs de petits faits de délinquance, occuper une piscine le soir à Saint-Nicolas ou à l'Aquabule, un jeune en voie de déscolarisation, je le convoque avec les parents, avec la police évidemment, l'éducation nationale, et on remet dans le droit chemin pour assurer un avenir à cette jeunesse. Dans le reportage, on a aussi parlé du trafic de stupéfiants. On l'a vu dans le quartier des Fourches. Il a longtemps empoisonné le quotidien des habitants, même si avec ses caméras, cette pharmacienne nous disait que la situation s'est un peu améliorée. Mais est-ce que ça n'a pas simplement décalé le problème avec peut-être davantage de transactions qui se font sur les messageries cryptées ? On voit bien que le trafic de stupéfiants touche tous les villages de France, toutes les villes, toutes les métropoles, et donc il y a un enjeu à travailler des mains dans la main. C'est ce qu'on a fait
fait aux Fourches, c'est un très bon exemple. On y a mis des patrouilles pédestres, on y a mis des caméras, on y a mis une action de la justice très forte en lien avec la procureure de la République. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Des interpellations, des condamnations et le retour au calme dans le quartier. C'est cette méthode pragmatique, coopérative, que je souhaite continuer à appliquer à Laval. Vous avez dit que la sécurité, c'était l'affaire de l'État et que la tranquillité, c'était l'affaire du maire. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment votre problème, le maintien de l'ordre ? Non, les moyens de la police municipale, c'est d'abord la police de proximité. C'est celle qui est dans le dialogue, dans l'information, dans la constatation des faits, en lien avec les polices nationales, évidemment. On travaille de concert et depuis maintenant de nombreux mois, on fait des actions conjointes toutes les semaines, plusieurs fois par semaine même, pour aller faire la tournée des commerçants, puis aller évidemment... On parle de vos policiers municipaux, aujourd'hui ils ne sont pas armés. On voit qu'il y a beaucoup de villes de gauche qui prennent cette décision, je pense à Montpellier, à Bordeaux, ou plus près de nous, Saint-Nazaire. Le maire de Saint-Nazaire, il dit c'est du pragmatisme. Vous manquez de pragmatisme ? Je suis prêt à envisager évidemment la question de l'armement non létal des policiers municipaux à Laval si la doctrine d'intervention évolue. En 2020, la police municipale était là pour constater les voitures mal garées ou faire venir la fourrière. Aujourd'hui, la police municipale, elle va s'installer d'ailleurs très bientôt en cœur de ville. Elle est là pour être aux côtés des Lavallois, partout dans les quartiers, tout au long de l'année, en patrouille pédestre. On retiendra en tout cas que vous ouvrez la porte à un possible armement de la police municipale à Laval au nom du pragmatisme, dites-vous. Il y a un autre sujet, d'abord national, qui a aussi un impact très important ici à Laval et qui préoccupe beaucoup, c'est la question de la santé, les déserts médicaux, la crise de l'hôpital public. Séverine Bourgault est allée à la rencontre des Lavallois, regardez. Avec moins d'un médecin pour 1000 habitants, la ville de Laval fait partie des villes les moins dotées de France et certainement la dernière de notre région. Nous sommes ici à Hilard, un quartier populaire au nord de Laval et nous allons aller dans un service médical de proximité où l'on soigne les patients qui n'ont pas de médecin traitant. Bonjour Marie, vous avez 88 ans. Pour vous, ce cabinet, c'est la seule porte d'entrée pour vous faire soigner ? Oui, parce que je vous dis, j'avais plus du tout de médecin. Le médecin que j'avais, il est parti en retraite, mais il ne m'avait pas prévenu. Et alors, comment vous feriez si ce service n'existait pas ? Ah ben ça, c'est une bonne question, ça. C'est soit aller à l'hôpital ou... Il faut trouver déjà. Les temps d'attente et tout. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de l'accès aux soins à Laval ? Ça reste assez compliqué. C'est vrai que des fois, y a des rendez-vous, il faut attendre 2-3 mois. Après, je comprends aussi les médecins. Je pense qu'ils ont une tonne de patients sur le dos aussi. Moi, ce que j'en pense, c'est que je me dis, un peu comme tout le monde, on essaye de se débrouiller un peu comme on peut. Alors aujourd'hui, comment vous décririez la situation pour l'accès aux soins pour les Lavallois ? Pour les Lavallois, c'est dramatique. Nous sommes vraiment dans une situation qui se dégrade de jour en jour parce que les gens, ils vont se soigner soit dans les cliniques privées. Alors ici, on en a une à Laval, mais ils vont bien plus loin, ils vont à Rennes. Bonjour Caroline Brémaud. Bonjour Séverine. Vous êtes urgentiste ici. La situation à Laval, c'est dramatique que ça ? La situation, ça fait des années qu'elle est compliquée et on entérine le fait qu'il n'y ait qu'un seul SMUR pour tout le département de toute la Mayenne, alors qu'avant, potentiellement, on en avait 3. Le maire, dans tout ça, il a compétence ? Lui, il a compétence sur l'hôpital de Laval en tant que président du conseil de surveillance. Mais je pense que c'est des enjeux qui sont beaucoup plus hauts, qui sont politiques et qui le dépassent. Et au milieu de tout ça, il y a des patients qui souffrent, qui sont baladés d'hôpitaux en hôpitaux. Et puis on a des soignants en souffrance aussi, puisque les conditions de travail ne font que se dégrader. Des enjeux qui vous dépassent, Florian Berco, comme le dit Caroline Brémaud ? En tout cas, l'accès aux soins, à la santé des Lavallois et plus largement des Mayennais, c'est le sujet politique prioritaire pour notre territoire. Et donc nous, en Mayenne, on a une méthode clé, c'est celle de la mobilisation collective. Celle évidemment des soignants, des professionnels de santé, celle des associations de citoyens, des forces syndicales, mais aussi des élus. Et c'est important de rappeler, nos parlementaires, Guillaume Garot, Yannick Favennec, portent une initiative d'un groupe transpartisan pour lutter contre ces déserts médicaux. Mais je pourrais aussi citer le conseil départemental avec les états généraux de la santé. Alors, on est contributeurs et on travaille main dans la main. Du maire ? Moi, ma conviction, c'est que d'abord, il faut un hôpital
support, un hôpital préfecture qui soit fort. C'est pour ça qu'il faut mettre des moyens sur cet hôpital. On a obtenu 80 millions d'euros pour refaire l'hôpital sur lui-même. Vendredi, je serai en concours d'architecte pour choisir les opérateurs qui feront ce nouvel hôpital. Les travaux vont démarrer en 2027. Cet hôpital fort, on le doit d'abord aux professionnels de santé pour améliorer les conditions de travail et pour attirer des nouveaux médecins, et deuxièmement évidemment pour les patients, pour les accueillir dans des conditions dignes. Les patients aujourd'hui, l'hôpital fort, ils ne le voient pas trop. La situation actuelle, Florian Berco, c'est il y a 3 services d'urgence pour la Mayenne. Là actuellement, celui de la ville de Mayenne, au nord du département, va être fermé la nuit. Est-ce que vous avez la garantie, vous pouvez rassurer les Lavallois sur le fait que les urgences ici à Laval resteront ouvertes 24 heures sur 24 ces prochaines semaines? C'est pas de la responsabilité du maire de Laval de s'occuper des urgences départementales. Vous n'avez pas la garantie. Moi, ce que je peux dire, c'est que nous avons financé l'internat de l'hôpital de Laval, toutes les collectivités confondues, et qu'on a doublé le nombre d'internes depuis le début du mandat. Et donc c'est des perspectives salutaires, nécessaires. Il faut investir dans l'immédiat du quotidien. Vous ne pouvez pas rassurer aujourd'hui les Lavallois, vous ne savez pas si les urgences pourront rester ouvertes 24 heures sur 24 dans les prochaines semaines? Aujourd'hui, on a essayé beaucoup de choses. On a aujourd'hui une équipe de solidarité régionale avec les équipes d'Angers, du Mans, de Rennes, qui viennent nous aider à restructurer nos urgences. Aujourd'hui, les urgences de Laval sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on peut s'en réjouir. Et c'est nouveau, dans les prochaines ça montre semaines. que rien n'est impossible. Vous savez, moi je suis un élu Covid. J'ai vécu l'épicentre de la deuxième vague du Covid et je sais de quoi l'hôpital est capable. Il est capable de beaucoup de choses, de déplacer des montagnes. Encore faut-il écouter les professionnels de santé, leur mettre les moyens, investir plutôt que de chercher à faire des économies budgétaires sur nos hôpitaux. Un hôpital fort, c'est ensuite une médecine de ville qui sera forte et tout un parcours santé qu'on accompagne. On finance des maisons médicales, on finance des centres médicaux. Vous avez dans le reportage le centre Henri Dunant et je me réjouis de la réussite de ce centre Henri Dunant qui a été lancé par mes prédécesseurs. Je n'ai pas de peur à dire que les bonnes solutions viennent de partout en matière de santé. On voit en tout cas, Florian Berco, que vous projetez sur un prochain mandat. Et justement, cette campagne des municipales, elle a commencé tambour battant avec la candidate de la droite, Samia Soultani, qui a en quelque sorte ouvert les hostilités. Je l'ai interrogée, écoutez-la. Bonjour Samia Soultani. Bonjour. Vous avez démarré cette campagne en attaquant directement votre adversaire Florian Berco. Vous dites qu'il utilise les moyens de la ville pour des fins électorales. Lui dénonce des méthodes de barbouze. Est-ce que ce climat n'est pas de nature à détourner les électeurs? Ce n'était pas l'objectif parce que si je voulais utiliser en fait ce qu'il a fait depuis le mois de septembre, c'est organiser quand même des événements aux côtés des policiers municipaux, aux côtés des agents de la ville, j'aurais pu attendre la fin de la campagne et déposer un recours auprès du tribunal administratif. C'est pas ce que je voulais faire, je voulais juste siffler la fin de la récréation au bout de 2 mois et je voulais que le maire de la ville, candidat désormais, assume ses responsabilités de protecteur de la loi. Vous êtes en tout cas engagé en politique depuis près de 20 ans et vous avez notamment été aux côtés de 2 anciens maires de droite ici à Laval. En quoi est-ce que votre candidature représente une forme de renouveau? C'est que je suis la première femme à me présenter pour occuper un poste aussi important à la ville de Laval. C'est un parcours aussi assez particulier puisque je suis née au Maroc, j'ai grandi au Maroc, je suis passée par la Tunisie et je suis arrivée à Laval il y a une vingtaine d'années. Donc je pense que je peux apporter beaucoup avec un regard complètement différent de ce qui se fait depuis quelques années, depuis 2020 en particulier, et puis avec une priorité qui est de rassembler. Vous vous êtes emparé du sujet de la sécurité, on l'a vu précédemment dans l'émission, mais aussi celui des finances. Vous êtes vice-présidente de la région aux côtés de Christelle Morancet. D'ailleurs, vous soutenez ces coupes budgétaires. Pourquoi est-ce que vous estimez que Laval est en situation, je vous cite, de dérive budgétaire? Ce que je reproche aujourd'hui à la majorité actuelle et le maire actuel, c'est qu'on va se lancer dans des projets faramineux, excessivement chers, alors qu'on ne sait même pas si on aura assez de dotation de l'État ou pas, et on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Donc je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de responsabilité dans un contexte aussi compliqué. Le contexte national et international est assez compliqué aujourd'hui pour ne pas avoir un regard très sectaire, un regard très partisan, et je pense qu'être la première à avoir fait ce choix-là de m'éloigner des partis politiques. J'avais des responsabilités au sein de l'UMP, au sein de LR, et je me suis retirée parce que j'avais envie de garder cette indépendance et cet esprit ouvert au débat, à la contradiction et aussi à la différence. Et je pense pouvoir l'incarner aujourd'hui. À mon âge, vous savez, ce que je cherche, c'est de rassembler et d'apaiser. Et c'est ce que je compte faire lors de cette campagne et les 7 prochaines années. Voilà, début de campagne houleux. Est-ce que ça ne va pas trop loin entre vous deux?
Vous savez, moi je suis depuis le premier jour en campagne. Je suis un maire sur le terrain, à la rencontre des Lavallois. Ce qui m'intéresse, c'est d'échanger avec les Lavallois et de porter des projets. Moi j'adore quand la ville avance, quand je la vois se moderniser. Je dois évidemment pour les générations d'avenir, quand je vois mes enfants grandir ici, sur cette place du 11 novembre, dans Laval, dans nos écoles qui sont rénovées, et ben je me réjouis. C'est cette campagne sur le fond, de projets, de propositions qui m'intéressent, que cette ville, je l'aime profondément et je m'y projette. Vous n'avez pas répondu sur ce climat de début de campagne. Comment vous l'avez vécu ? Moi, je le vis sur le terrain, comme je vous le dis. J'ai lancé, à travers une grande fête populaire, une grande enquête auprès des Lavallois pour reprendre le pouls. D'abord, sortir ce que les Lavallois souhaitent pour un prochain mandat, partir de leurs idées. Et je vous souhaite une campagne, évidemment, sur le fond, projet contre projet. Et c'est ça qui m'intéresse et pourquoi je m'engage en politique. Lorsque vous vous êtes présenté il y a 6 ans, vous n'aviez pas 30 ans. Vous êtes l'un des plus jeunes maires de France, d'une commune de plus de 30 000 habitants. En quoi est-ce que l'exercice du pouvoir et la gestion des crises vous a changé ? Effectivement, c'est beaucoup de responsabilité d'être maire et à la fois c'est la plus belle fonction qu'on puisse exercer puisqu'on se sent utile. On est les artisans du lien, les artisans de la fraternité. On est finalement ce qui fait tenir notre République. En première ligne, en quoi ça vous a changé ? En première ligne parce qu'on subit évidemment toutes les tempêtes, toutes les turbitudes du monde, je l'ai dit. On a démarré le mandat sous Covid, puis on a eu des alertes à la bombe, on a eu les difficultés évidemment de la crise énergétique ukrainienne. On sent qu'on vit les émeutes urbaines. À titre personnel, qu'est-ce que vous avez appris de tout ça ? On a une capacité à agir. Je pense que c'est l'éthique de la responsabilité. C'est important de parler, mais c'est aussi important de faire. Et je crois que sur ce mandat, il y a un bilan. Il y a beaucoup d'actions qui ont été menées dans nos quartiers populaires. Quand je les vois rénovés, quand je vois l'entreprise à but d'emploi qu'on a créée à Saint-Nicolas, remettre au travail de nombreuses personnes qui étaient loin de l'emploi et apporter des services nouveaux dans un quartier, ça me réjouit. Quand je vois le quartier Gare, là aussi, s'embellir. Des motifs de satisfaction à vous entendre. Et une nouvelle campagne qui démarre avec les écologistes qui visiblement vous soutiendront. Pour ce qui est de la France Insoumise, vous avez dit que vous ne souhaitiez pas vous allier à eux. Du coup, ils préparent eux éventuellement une candidature autonome. Si on regarde le dernier scrutin de liste à Laval, les européennes l'an dernier, la France Insoumise a fait près de 10%. C'est suffisant pour perdre une élection. Est-ce que vous craignez une candidature autonome des Insoumis ? Permettez-moi de me rappeler d'où je viens. Moi, je suis un maire d'hiver gauche qui a porté une liste société civile et je garderai cet ADN dans les mois et les années à venir. Et c'est évidemment une liste soutenue par des partis politiques de gauche, mais ça restera une liste citoyenne et c'est important pour moi d'être dans le dialogue permanent, dans le pragmatisme, dans les solutions. On le doit bien à Laval. Merci beaucoup, Florian Berco. Merci à vous de votre invitation. Bonne journée à vous, bonne journée à tous. Tout de suite, Dimanche en politique continue. Ensuite, ce sera le journal régional. Très bonne journée à vous.